Moet & Cie, Louis Vuitton. Bonjour. You are kindly requested to hold on. SMH, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis François Ruffin, je suis le réalisateur d'un film qui s'appelle Merci Patron, et avec Bernard Arnault comme héros, quoi. Et j'aurais voulu l'inviter à une avant-première à Paris qui se déroule le 8 février. Bon, jusqu'à maintenant, le film n'était pas complètement fignolé, et donc j'ai voulu, si vous voulez, comme c'est un patron d'un groupe de luxe, attendre que ça soit un vrai produit bien fignolé pour l'inviter, quoi. Mais je préférerais qu'il vienne le voir avec nous sur grand écran, entouré par des gens, que ça participe à ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire sa réinsertion sociale, quoi, quelque part. Je lui envoie un courrier, je lui envoie une carte postale, par exemple. Ah, je sais pas, Non, parce que souvent, quand je pars en vacances, je lui envoie des cartes postales, mais je vais vous dire la vérité, il me répond jamais, quoi. De tout mon cœur. François Ruffin. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Oui. Mesdames, bonjour. Oui, je suis bien au MEDEF, s'il vous plaît? Oui. Je suis François Ruffin, je suis le réalisateur d'un film qui s'appelle Merci Patron, et qui va être... on fait une avant-première le 8 février à Paris. D'accord, je vais vous passer le service presse un instant. Ok, je vous remercie. Voilà, je pense que ça sera pour lui l'occasion d'entendre un merci patron géant, parce que bon, de notre côté, on fait tout ce qu'on peut pour se flexibiliser, offrir du crédit d'impôt, compétitivité, emploi et tout ça, mais on est bien conscient qu'on n'en fait jamais assez, et je me dis que s'il entendait un merci patron géant comme ça, entonné tous en chœur, ça lui donnerait à lui aussi du baume au cœur. Donc voilà, je voudrais l'inviter. Bon, là, je pense qu'il va venir. Sûr. Ah, c'est sûr, hein. C'est sûr. Bon, voilà, c'est parti. Monsieur Ruffin, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir voulu faire un film sur Bernard Arnault? C'est un amour de longue date. Ça fait depuis 2005, 2006, 2007 que je lui cours après. Et il fait jamais très attention à moi, donc j'ai une petite blessure à ce niveau-là. Et donc pour guérir de ma blessure, j'ai décidé de faire un film avec lui, quoi, pour attirer son attention. On a quelqu'un qui heureusement n'est pas un assisté social dans ce pays, et il faut qu'on tape dessus, quoi. Moi je trouve ça complètement déplorable. Donc j'ai fait un film pour le défendre, en fait. J'ai essayé d'être financé par son service de communication. Moi je suis là pour renouer le dialogue social. Moi je vois en effet une partie, j'ai vu des délégués CGT, même une déléguée CFDT qui disait du mal de Bernard Arnault, donc j'ai décidé de réconcilier la France d'en haut avec la France d'en bas. Et de les amener à se parler, parce qu'en fait ce qui manque dans ce pays c'est du dialogue. Si les gens ils se parlaient, ça serait fini de toutes ces histoires de lutte des classes et puis tout ça. Moi je m'y emploie dès le matin, je muscle mon dialogue social. Est-ce que vous pensez que les patrons ont une fonction de guide dans la société? Je ne sais pas si le mot est peut-être un peu fort, mais... De prophète, disons-le, de prophète. Je veux dire, Yvon Gattaz, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas président de la République. Voilà. Non, c'est plus Yvon, c'est Pierre maintenant. Excusez-moi, j'ai changé de génération. C'est le fils? Ouais, c'est le fils. Voilà, ils ont une fonction de prophète. C'est eux qui voient l'avenir. Laurence Parisot, la précarité, c'est la loi de l'existence et tout ça. C'est quand même des grands scientifiques qui nous permettent de comprendre les temps modernes, quoi. Il manque de moyens de communication favorables au patron. Bernard Arnault, il a certes les Échos et le Parisien, mais il lui manque de lieu d'expression. Voilà, mais les ouvriers, ils peuvent toujours parler tout le temps. Par contre, les patrons, je trouve qu'on les entend pas suffisamment à la radio, à la télévision. Donc tout est fait normalement pour promouvoir la mobilité au niveau européen. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent suivre leurs usines. Si on prend là l'exemple de Kenzo, l'usine elle est partie du nord de la France pour aller en Pologne. De Pologne, elle est partie en Bulgarie. De Bulgarie, là, elle envisage de partir en Grèce. Je pense que le cheminement normal des ouvriers, si vous voulez un peu se cultiver, ça serait quoi? Ça serait d'apprendre d'abord le polonais pour pouvoir partir en Pologne, ensuite d'apprendre le bulgare pour pouvoir aller en Bulgarie, et d'apprendre le grec pour pouvoir aller en Bresse. Ça me paraîtrait une démarche intellectuelle normale. Mais voilà qui restent comme des moules accrochés à leur rocher. Quand on habite dans le nord de la France, en plus, on devrait n'avoir qu'une aspiration, c'est de vouloir aller faire du tourisme, aller voir un petit peu la Pologne, la Bulgarie, en profiter, quoi. La délocalisation, c'est une chance pour le monde ouvrier.
Elle a une la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Ça suffit, ces gens sont des parasites. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler cette entreprise. Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois? Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Ah bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Nous, on est des pions. On a travaillé, on a été payé. C'est tout maintenant. Quand les stars elles chantent. Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici? Rien. Je regarde, c'est ça la preuve. Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois? Mange pas. Pardon? On mange pas. Eh ben on va se faire vos porte-paroles. Bonjour, on aurait voulu monter à l'étage de LVMH s'il vous plaît. Alors approchez. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire Robin des Bois? Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. On va aller leur défoncer, leur rager. On va quand même pas arrêter là. Allez faire les danseuses. Oh merde. Mais de la part de Bernard Arnault? Oui, je travaille chez LVMH. Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage. Ben, je n'ai plus rien à perdre. Bon. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Allez Bernard. Et puis raquettez bien les PDG alors. PDG. On est à Forest-en-Cambrésis, dans le nord. Dans le nord. Et c'est ici que s'est tournée la grande partie de notre documentaire Merci Patron. Alors ce tournage il s'est déroulé dans des conditions quand même un petit peu particulières, puisque pendant tout le tournage, on a été entouré par des barbouzes, il y a eu des vigiles, il y a eu des RG, il y a eu des flics en civil, il y a eu la sécurité de LVMH, il y avait des gens, on ne savait plus trop s'ils étaient de LVMH ou de l'État. Nous, notre groupe, il a été infiltré par un barbouze franco-libanais qui était très bizarre. Et à la fin, on était vachement contents de ce qu'on avait recueilli, donc on a décidé que ce documentaire, on allait le faire sortir du ghetto, pour ainsi dire, de notre ghetto fakirien. Et donc on s'est tourné vers un producteur qui est un producteur normal, un producteur parisien qui s'appelle 1001 Productions, qui a notamment produit le documentaire Le Cauchemar de Darwin. Et là, lui, il a toujours eu, pour tous ses films, depuis une quinzaine d'années, des financements du Centre national de la cinématographie, du CNC. Et il s'attendait à ce que, pour notre documentaire également, pour le terminer, pour faire des étapes qui s'appellent le mixage, l'étalonnage, payer les droits des musiques, payer des archives, et ainsi de suite, on puisse s'obtenir, il estimait ça 80 000 euros, ce qui aurait permis de me payer aussi au passage. Et pour la première fois dans l'histoire de 1001 Productions, il y aura 0 € du CNC sur ce film. Alors, quels sont les motifs des gens du CNC? On ne peut pas être dans le huis clos des bureaux, de leurs réunions, dans le huis clos de leur cerveau pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Maintenant, il y a quand même eu des précédents. Gilles Balbastre, le réalisateur des Nouveaux Chiens de Garde, avait proposé un documentaire consacré à Bernard Arnault, et finalement, lui aussi a été financé à hauteur de 0. Et là, il a publié un papier dans l'Humanité pour montrer les liens qui peuvent exister entre les membres du CNC et le groupe LVMH. Maintenant, si on vous demande votre soutien aujourd'hui, c'est pas seulement pour des raisons financières. Je dirais même que financièrement, on s'en sortira. Il faut voir ce qu'on est. Je suis un tout petit bonhomme. Fakir est une toute petite association. Et néanmoins, tel David s'attaquant à Goliath, on lance un défi à l'homme le plus riche de France, au premier groupe de luxe au monde, par le rire, par la moquerie, par la ruse. Mais on lance ce défi-là. On ne peut être puissant que si on est nombreux. Et donc voilà, on vous propose, on en appelle à votre bonne volonté plus qu'à votre porte-monnaie pour constituer cette force. Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous qui tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, vas-y comme il penche déjà. Ce que je voudrais faire, c'est donner rendez-vous. Alors, sans doute doté d'une perspicacité au-dessus de la moyenne, j'ai réuni quelques indices extrêmement ténus qui me donnent à croire que le film de Ruffin vous a plu. Enfin, vous avez semblé aimer. Voilà. Alors moi, je voulais savoir ce que ça fait de le voir à 800.
Parce que déjà, de le voir à deux, ça nous faisait pousser des hauts cris, si vous voulez, à base de « non mais c'est dingue, non mais c'est pas possible, non mais c'est pas croyable », et que les yeux nous en dégringolaient des orbites. Alors voilà, je voulais voir ce que ça fait à 800, donc c'est bon, j'ai vu. Et la première idée, quand on voit ça, c'est-à-dire quand on vous voit, vous ayant vu, c'est de ne pas laisser les gens repartir chez eux comme des piles électriques, sans faire quelque chose de toute cette énergie. C'est que ça ne soit pas juste un joli coup et puis rien derrière. Alors, comment faire pour que ce film soit un phénomène? Bon, on en était là de nos réflexions, parce qu'on est quelques-uns à touiller cette idée depuis quelque temps. Et on s'est dit que cette question-là n'était pas différente d'une autre, qui est une question en fait beaucoup plus vaste. La question qu'un petit barbichu posait il y a déjà longtemps, je ne sais, c'est pas de Laurent Geoffrin que je parle, qui est la question de l'action politique en général, de l'action transformatrice en particulier, et pourquoi ne pas le dire, de l'action révolutionnaire. La question c'est que faire? Que faire dans cette conjoncture qui est sans doute beaucoup plus contrastée qu'on ne croit, qui est sans doute incroyablement sombre à de très nombreux égards, mais où sous les écrans radars, je crois que ça commence à sérieusement glouglouter dans le fond de la marmite. Alors notre opinion, c'est que, paradoxalement, là où tout semble boucher, il se pourrait désormais qu'il y ait quelque chose à faire. Et voilà où les deux questions se rejoignent, pour n'en faire plus qu'une. Et si le quelque chose à faire dans ce pays, c'était Merci Patron qui en était le détonateur. Et notre conviction, c'est qu'il faut faire de Merci Patron un phénomène pour qu'enfin il se passe quelque chose. Pour que quelque chose de plus grand que lui arrive. Alors quelque chose, mais quoi? Mais c'est le film lui-même qui nous met sur la piste. Le film sauve l'éclure. Mais aussitôt, il nous donne immanquablement l'envie d'universaliser cet exploit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire faire cracher par Bernard Arnault 45 000 € plus un CDI pour tous les co-licenciés de Clure? Oui, si l'on veut, bien sûr, mais non. Je veux dire, la vraie universalisation, ça s'appelle un projet politique. Alors ce projet politique, quel pourrait-il être? Sinon qu'il n'y ait plus jamais un seul cas Clure, un seul cas comme les Clure. Et cette idée-là, que veut-elle dire à son tour? Sinon en finir avec l'empire du capital sur la société. C'est-à-dire en finir avec la tyrannie des propriétaires, qui tiennent l'existence matérielle des salariés, c'est-à-dire leur existence tout court, leur vie même, dans leurs mains souveraines, et sous leur arbitraire. Bon, que faire de cette idée très générale? Parce que vous voyez bien, tout ça est parfaitement flou encore. Quelle forme lui donner? Et surtout, quelles conséquences en tirer? Je veux dire, quelles initiatives, quelles actions? Bon, nous ne savons pas très bien, mais nous savons au moins deux choses. La première, c'est que ça ne se passera pas au travers de je ne sais quelle pantomime de primaire pour toute la gauche qui va de Mélenchon à Macron. Ça se passera donc ailleurs. Mais ailleurs, où est-ce que ça peut être? Sinon dans la rue. Grève générale, place à occuper, autre chose, on verra bien. Pour l'instant, en tout cas, nous vous donnons rendez-vous. Voilà, rendez-vous, le 23 février à la Bourse du Travail, car on verra d'autant mieux qu'on sera plus nombreux à y penser. 23 février, Bourse du Travail. La deuxième chose que nous savons, c'est que, outre que nous avons envie de faire quelque chose, il se pourrait que quelque chose soit possible. Et ça, c'est le film qui nous le montre. C'est que tout craque de partout, et qu'en face, il commence à avoir peur. C'est un bon signe, ça. Vous avez vu le baltringue du Parti Socialiste et l'ex-commissaire Machereau, comme ça leur fait passer le 38e parallèle, cette histoire. C'est vraiment très impressionnant. Alors, si j'ai bien compris les paroles de la première chanson de la fanfare, ça disait, je crois, quelque chose comme « Il faut que ça tombe ». Eh bien, après Conti, Goodyear, Air France, la leçon élémentaire de ce film, c'est que si on relève la tête, ça peut tomber.